Nairo Quintana a dominé la première étape alpestre de ce Tour de France. Egan Bernal se rapproche au classement général, mais Julian Alaphilippe reste en jaune. Strasbourg a dominé le Maccabi Haïfa lors des barrages allés de la Ligue Europa sur le score de 3-1. Les Alsaciens prennent ainsi une option pour la qualification. Arsenal a officialisé ce jeudi l'arrivée de William Saliba en provenance de Saint-Étienne. Aux mondiaux de natation, Charlotte Bonnet et Beryl Castaldello ne verront pas la finale du 100 mètres nage libre. Clément Mignon a quant à lui terminé 7e de la finale homme. Enfin, nous avons suivi les premiers pas de Mathieu Bastaro dans son nouveau club du Loup Rugby. C'est donc Nairo Quintana qui s'impose à valoir le retour du Colombien un petit peu oublié, un petit peu effacé dans l'ombre d'Egan Bernal, le maillot blanc qui a semé la panique derrière parmi les favoris. Nairo Quintana qui s'impose devant Romain Bardet qui lui va chercher le maillot de meilleur grimpeur. Un accessite, une consolation pour Romain Bardet qui avait été en difficulté dans la première partie de ce Tour de France et qui aujourd'hui aurait bien aimé gagner évidemment, mais qui au moins va chercher le maillot de meilleur grimpeur. La bagarre a eu lieu aussi dans le Galibier avec le groupe maillot jaune qui a explosé sous l'impulsion du petit Colombien, de la pépite, donc Egan Bernal, le maillot blanc qui a placé une accélération et Thibaut Pinot notamment n'a pas pu suivre, Julian Alaphilippe non plus. Il était aidé à ce moment-là de son coéquipier Enric Mas. Ils ont laissé la fusée Egan Bernal partir et ils ont essayé de maintenir l'écart. Ce qu'ils ont réussi à faire finalement, puisqu'à l'arrivée à Valloire, Egan Bernal va gagner 30 secondes sur ce groupe maillot jaune. Ça veut dire que Julian Alaphilippe conserve son maillot de leader avec 1 minute 30 d'avance désormais sur Egan Bernal et un tout petit peu plus sur Geraint Thomas. Et Thibaut Pinot est également dans ce groupe. Ça veut dire qu'il y a 4 hommes en chasse en 20 secondes et qui sont à 1 minute 30 derrière Julian Alaphilippe. C'est clairement l'objectif maintenant. Si l'étape doit venir, elle viendra avec. Je ne vais pas me relever non plus, mais j'ai envie de jouer le coup à fond pour ce maillot à pois. Si je restais en course, c'était pas pour broyer du noir et c'était pour essayer de relever la tête. S'il avait été question d'abdiquer, autant rentrer à la maison et faire autre chose. Donc voilà, il n'a jamais été question de baisser les bras. Tant qu'on n'est pas en haut de Val Thorens, finalement, on peut toujours espérer aller chercher quelque chose et j'espère pouvoir continuer dans cette lancée. Le sentiment qui prédomine aujourd'hui, c'est quand même de la fierté. Je suis encore en jaune. C'était l'objectif pour moi et voilà, je m'attendais à une journée très difficile, ça a été le cas. J'avais à cœur de sauver mon maillot, encore une journée de plus pour poursuivre un peu le rêve et voilà. Après, c'est que du bonus maintenant, comme je l'ai dit, c'est top d'être encore en jaune ce soir. C'était le premier épisode de ces aventures alpestres dans ce Tour de France. On sait qu'il y a 3 épisodes au total et le prochain à venir nous réserve encore des surprises très certainement parce qu'il y a de grandes difficultés. Oui, c'est peut-être l'étape la plus difficile de ce triptyque alpestre. L'étape est très courte, c'est toujours gage de grands spectacles, 126 km. Surtout, ils vont grimper le col le plus haut de ce Tour de France, le col de l'Iseran, 2770 mètres. On sait que les effets de l'altitude sont très bons chez certains, notamment Egan Bernal ou Nairo Quintana, les Colombiens. Un peu plus difficile pour d'autres. Donc ils vont passer le col de l'Iseran et la montée vers Tignes. Il faudra absolument garder un œil sur les Ineos qui ont l'air d'avoir retrouvé leurs meilleures jambes dans les Alpes. Et forcément sur nos Français, Julian Alaphilippe qui on espère va conserver son maillot et Thibaut Pinot, pourquoi pas grimper sur le podium. Suspense à tous les étages pour le maillot jaune, pour le maillot de meilleur grimpeur également. Ça nous promet du suspense encore sur ce Tour de France 2019. « 13 ans plus tard, Strasbourg a retrouvé l'extase d'une soirée européenne victorieuse. Chauffé à blanc, la Méno est passée par tous les états. La frustration d'abord, quand le Racing, dominateur, se heurte en début de match à Guy Haïmov par Bellegarde, puis Fofana. La peur ensuite, durant le seul temps fort du Maccabi Haïfa. Rukavitsia trouve le poteau à la 35e minute. Dans la foulée, la frappe de Plakouchenko, déviée par Lamine Koné, trompe Matsels. La double confrontation semble mal lancée pour les Alsaciens. Mais avant la pause, Nuno da Costa pousse Abachi à la faute. Pénalty et carton rouge. Ludovic Ajorc s'élance. La Méno peut laisser éclater sa joie. À la pause, Thierry Laurey remplace Ismaël Ahaneba par Adrien Thomasson. Un choix payant dès la reprise. Thomasson, il est arrivé avec beaucoup d'énergie dans cette seconde période. Oh, ça s'appelle un coaching gagnant. Ça s'appelle un choix victorieux. L'un des premiers ballons
L'ancien Nantais, buteur, puis passeur un quart d'heure plus tard. Ça joue. Oh, ce ballon superbement glissé. Et par Thomasson pour Martin. Et par Martin au fond du filet. Le capitaine Jonas Martin donne une avance confortable au Racing. À 11 contre 10, les hommes de Thierry Loret pensent même ajouter un 4e but. Mais la frappe déviée de Djikou rebondit juste devant la ligne après avoir heurté la barre. Dernière frayeur pour le public strasbourgeois dans le temps additionnel. Matsels sauve les siens et permet à la Méno de savourer sans mauvais arrière-goût. 3-1, Strasbourg a réussi son retour sur la scène européenne et ira en Israël avec 2 buts d'avance. Ils étaient bien regroupés derrière, mais je pense que le carton rouge nous a fait du bien. Après, malheureusement, voilà, il nous manque peut-être 1 ou 2 buts de plus pour être content, mais le principal, c'est qu'on ait gagné et on va aller là-bas en position de force. C'est une superbe expérience, donc on espère passer ce tour, parce que je pense qu'on a les moyens de le faire. Et puis l'objectif, c'est d'atteindre les phases de poule et voilà, il fera jour. Ouais. J'oublie pas quand même qu'on avait des garçons de 20 ans ou légèrement plus sur le terrain. Il y en avait 4, je crois, avec aucune expérience du niveau européen. Et pour certains même aucune expérience du niveau de la Ligue 1 déjà. Donc pour un premier match comme ça, se retrouver à la Méno avec un public qui pousse face à une excellente équipe, je trouve que c'est franchement déjà bien de leur part. Voilà, moi je les félicite. Comme annoncé la semaine dernière par RMC Sport, William Saliba s'est engagé pour 5 ans avec Arsenal. Après sa première saison au plus haut niveau, le Stéphanois a convaincu les Gunners de le recruter pour 29 millions d'euros. Le défenseur central de 18 ans ne quitte pas la Ligue 1 pour autant, puisqu'il reste chez les Verts en prêt pour la saison à venir. Autre recrue officiellement annoncée par le club londonien, Dani Ceballos, le milieu de terrain du Real Madrid, a passé avec succès sa visite médicale avec Arsenal et s'est engagé 1 an avec les Gunners sans option d'achat. Nicolas Pepe intéresse le Napoli. L'agent de l'attaquant de Lille se trouve à Naples pour négocier un éventuel contrat. L'Ivoirien espère trouver un club disputant la Ligue des Champions et capable de s'aligner sur les 80 millions demandés par le LOSC. L'arrivée de Nicolas Pepe pourrait permettre de remplacer Lorenzo Insigne, annoncé sur le départ cet été. Clinton N'Jie n'est plus un joueur de l'Olympique de Marseille. L'attaquant s'est engagé 4 saisons avec le Dynamo Moscou. C'est le club russe qui a communiqué sur Twitter en publiant les premières photos du Camerounais en Russie. Après la Ligue 1 et la Première Ligue, N'Jie découvrira un 3e championnat. Montant estimé de l'opération, 5,5 millions d'euros. En marge de la victoire de l'Olympique de Marseille contre DC United 8-1 en amical cette nuit, André Villas-Boas a fait le point sur le dossier Dario Benedetto. Selon l'entraîneur marseillais, les négociations sont proches d'aboutir avec l'attaquant argentin. On est très proche d'arriver à le point final de la négociation. Je pense qu'on peut avoir Dario à Marseille, je pense, prochaine semaine. J'espère. Et sous les autres, non, on doit attendre un peu. Maintenant, on profite des jeunes, très bon pour la confiance des jeunes. On a fermé finalement le défenseur central, on ferme l'attaquant. Et après, on va voir. Après une Coupe d'Afrique des Nations décevante, la République démocratique du Congo s'est séparée de son sélectionneur Florent Ibenge. Pour le remplacer, Claude Makelele semble faire l'unanimité. L'ancien international français sans club depuis le mois de juin serait la piste privilégiée par le président de la Fédération congolaise et même par le chef de l'État pour prendre les rênes des Léopards. Il n'y aura pas de Française en finale du 100 mètres nage libre. Ni Charlotte Bonnet, ni Beryl Gastaldello n'ont pu se mêler à la lutte dans la piscine de Gwangju. Perturbée par une blessure durant sa préparation, Bonnet n'a pu faire mieux que la 7e place de sa demi, à plus d'1 seconde du meilleur temps signé Sarah Sjöström. Pas mieux pour Gastaldello, également 7e de sa série. Ouais, je suis déçue, j'avais les armes pour passer en finale et je le fais pas, donc j'ai tout donné ce soir, j'avais pas mieux. Et c'est ça qui est compliqué aussi de se présenter en sachant que ça va pas être extraordinaire. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment que je récupère, que je parte en vacances, que je zappe un peu tout ça et que je reparte vraiment de plus belle en septembre. J'ai donné ce que j'avais sur le moment. Je pense que j'avais quand même pas mal lâché ce matin. Après, je m'attendais à un meilleur niveau de ma part sur ces championnats en règle générale. Mais de toute façon, des fois, il faut reculer un petit peu pour avancer encore plus, donc je suis pas déçue.
Clément Mignon n'a pas fait le point en finale du 100 mètres nage libre. Le seul Français engagé dans la grande finale des mondiaux de Guangzhou a terminé 7e à près d'1 seconde et demie du nouveau champion du monde Caleb Dressel. Poussé dans ses retranchements par l'Australien Kyle Chalmers, l'Américain achève la double longueur en 46,96. Le deuxième chrono de l'histoire à 5 centièmes du record du monde de César Cielo, réalisé en 2009 à l'époque des combinaisons intégrales. Ça nage vraiment vite devant. J'essaie de rester dans ma course. Et ouais, un peu crispé avec l'enchaînement, un peu crispé avec, parce que c'est une finale. Donc voilà. Les demi-finales du 200 mètres brasse ont été exceptionnellement rapides. Quelques minutes à peine après le record des mondiaux par le russe Anton Chupkov, l'Australien Matthew Wilson a égalé le record du monde de la distance détenu par le japonais Ipei Watanabe depuis 2 ans. 2 minutes, 6 secondes 67 centièmes. Le duel russo-australien en finale ce vendredi risque de faire des étincelles dans le bassin. C'est un été dont Mathieu Bastaro se souviendra longtemps. Papa pour la première fois fin juin, il a enfin obtenu son permis de conduire quelques jours plus tard. Côté rugby, après avoir annoncé son départ pour les États-Unis, Bastaro a appris qu'il ne disputerait pas le mondial au Japon avec les Bleus. Conséquence, il a signé en tant que joker Coupe du Monde avec le Loup. C'est une nouvelle expérience, un nouveau club, nouveau challenge. Pour ces quelques mois, je pense que c'est très bien. J'ai été très bien accueilli. Je connaissais un petit peu les mecs, mais voilà, c'est une nouvelle ville, un nouvel club, une nouvelle mentalité, une nouvelle ambiance. Autre nouveauté de l'été, son futur poste au sein de l'équipe de Pierre Mignoni. Le manager de l'équipe lyonnaise compte utiliser l'ancien Toulonnais dans un rôle de 3e ligne. C'est intéressant, c'est un autre sport, on va dire. Pour moi, c'est un autre sport. Il faut réfléchir différemment et il y a beaucoup plus d'efforts. Je crois qu'aujourd'hui, il a envie de changement, il a envie de changement d'air, il a envie de changement. C'est le bon moment pour lui par rapport à sa non-sélection aussi certainement. Je ne sais pas, c'est peut-être le bon moment pour lui de basculer là-dedans. À l'aise, souriant et décontracté, Bastaro se familiarise avec ses nouveaux coéquipiers et ce poste de numéro 8 à l'INSEP où le Loup est en stage. Cette parenthèse rhodanienne ne durera que quelques mois. En décembre, il est attendu à New York pour ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière.